Et si les arbres n'existaient pas, la Terre serait-elle habitable? Des paysages dominés par des fougères, mais une vie maritime prolifique. Des températures qui varient aux extrêmes entre le jour et la nuit. Quant aux humains, ont-ils réussi à domestiquer le feu? Bienvenue dans Et si dans un autre univers, l'émission qui transforme notre charmante réalité en avenir apocalyptique. Mais pas d'inquiétude, aujourd'hui rien de trop catastrophique, parce que la disparition de nos magnifiques boisés ne signifie pas nécessairement la fin de la vie sur notre planète. Je suis Doc et accompagné de mon écorcé caméraman Photon, je vous convie à une randonnée désertique. Avant de plonger dans la réalité alternative d'aujourd'hui, il nous faut adresser l'enjeu principal qui nous préoccupe quand on parle de déforestation, la disparition des poumons de la Terre. Tout le monde le sait, les arbres emmagasinent notre CO2 et libèrent l'oxygène que nous respirons, formant ainsi avec nous l'humain un couple qui se complète parfaitement. Mais comment est-ce que ce processus fonctionne ? La photosynthèse, c'est le processus au cours duquel les plantes transforment eau, minéraux, dioxyde de carbone et lumière solaire en sucre et en oxygène. Les racines permettent l'absorption de l'eau et les sels minéraux du sol, alors que les feuilles captent le CO2 ainsi que les photons de la lumière du soleil. Ceux-ci sont capturés par la chlorophylle, un pigment des feuilles qui absorbe principalement les longueurs d'onde bleues et rouges, alors que la lumière verte est réfléchie. L'énergie lumineuse excite les électrons de la chlorophylle, et c'est cette interaction qui déclenche une série de réactions fascinantes qui permettent aux électrons de générer des molécules qui transforment le dioxyde de carbone en glucose. C'est en fait le but principal de la photosynthèse, puisque les sucres servent avant tout de carburant pour toutes les activités vitales des plantes, telles que grandir, réparer ses tissus, ainsi que fabriquer de nouvelles feuilles, fleurs ou fruits. En fait, l'oxygène n'est qu'un produit dérivé de ce processus, car en scindant les molécules d'eau, les plantes isolent l'oxygène qui est ensuite évacué par les pores des feuilles. Un peu comme moi quand je transpire, sauf que moi, c'est pas de l'oxygène. Sans feuilles, pas de survie possible pour une plante. Mais ce n'est pas l'entièreté du dioxyde de carbone qui est transformé, car une partie reste stockée tant que son tronc est intact. Et c'est pour ça que brûler du bois ou le laisser se décomposer relâche du CO2 dans l'air. Des forêts aux prairies, tous les végétaux forment la biomasse terrestre. Celle-ci retient environ 560 gigatonnes de carbone. Et si toutes ces réserves étaient relâchées, cela aurait un impact climatique extrême. Une telle augmentation de la concentration de CO2 serait si brutale qu'elle accélérerait fortement le réchauffement climatique, perturbant les cycles hydriques, aggravant l'acidification des océans et provoquant des bouleversements majeurs de la biodiversité. Et oui, notre biomasse est une sacrée milliardaire. Quel chiffre titanesque! Eh bien, cela ne représente qu'à peine plus de 1% du carbone de la surface totale. Toutes ces réserves semblent ridicules derrière les mastodontes que sont les océans, qui stockent plus de 90% du carbone, soit 38 000 milliards de tonnes. Historiquement, la quasi-totalité de l'oxygène a été générée par photosynthèse océanique. Alors, si ce sont les océans qui stockent le plus de carbone et se chargent d'une majeure partie de la production d'oxygène, nos forêts, elles servent à quoi? Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire une coupe à blanc? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Sur cette terre alternative, la coupe s'est faite il y a bien longtemps, à une époque lointaine, l'époque du Dévonien. Oh, vous savez bien, le Dévonien. Cette époque bien lointaine, il y a 360 millions d'années, le fameux âge des poissons. Et je ne parle pas d'astrologie, mais bien des vrais poissons. On y voit la naissance de requins primitifs, ainsi que les ancêtres des amphibiens. Sur Terre, les premières forêts primitives apparaissent, ainsi qu'il y a une explosion de la diversité des plantes, des insectes, des anthropes. En tout cas, je reviens, sur notre planète à nous, les forêts n'apparaissent pas. Parce qu'une extinction massive élimine les ancêtres des arbres d'aujourd'hui, tout en épargnant
les plantes primitives comme les fougères, les algues. Ainsi disparaissent les gènes responsables de la formation du bois chez les plantes vasculaires et donc l'existence de tout type d'arbres. Comme d'habitude, nous suivrons les répercussions de cette modification avec Sarah, notre cobaye idéale dont la maison est située en pleine forêt. Enfin, en pleine prairie maintenant. Modification des paramètres de l'univers. Les millions d'années ont passé. Requins et amphibiens ont évolué. Et les plantes aussi. Sans la sélection naturelle favorisant les traits arboricoles, c'est-à-dire la croissance verticale ou la formation de bois, les écosystèmes terrestres se sont structurés autour d'organismes basiques. Les fougères, mousses et prêles, des plantes modestes mais résilientes, ont continué leur conquête des terres émergées. Mais sans arbres pour s'élever vers la lumière et dominer l'espace, la compétition végétale est restée au ras du sol. À la place, la terre s'est couverte de vastes tapis verts, de prairies de fougères, de marécages denses, où la lumière du soleil atteint chaque centimètre carré du sol. Au Bas-Saint-Laurent, comme partout ailleurs dans le monde, les paysages sont méconnaissables. Pas de forêt profonde, pas de bois mystérieux, pas d'ombre fraîche sous les ramures. Les terres sont ouvertes, sans défense face aux tempêtes de vent qui balayent les plaines sans rencontrer d'obstacles. Seul élément qui vient perturber l'horizon, la poussière qui s'élève facilement dans l'air à cause de ces courants continus et puissants. On retrouve la maison de Sarah bien nichée entre les collines pour se protéger non seulement des vents et de la poussière, mais surtout du soleil. Car celui-ci, sans canopée, est impardonnable. Dans ce monde, la vie est plus fragile. Les animaux ont évolué pour résister aux températures ou se faufiler de fourré en fourré, évitant la chaleur du jour et la morsure du froid de la nuit. L'absence d'arbres a freiné l'évolution de la vie terrestre, mais celle-ci a suivi d'autres chemins. Sans canopée, pas de niche écologique riche ou en hauteur. La biodiversité terrestre reste limitée. Les amphibiens et les reptiles dominent, alors que les mammifères, s'ils apparaissent, sont petits et discrets, vivant au cœur des végétaux ou des marécages. Comme dans les déserts ou les savanes, les reptiles règnent, car ils sont très tolérants à la chaleur et à la sécheresse. Remplaçant bien d'autres espèces, ils occupent de nombreux rôles écologiques laissés vacants. Et oui, dans un tel monde, la diversité animale terrestre est profondément différente de celle que nous connaissons, puisque les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre, incluant la majorité des amphibiens, oiseaux et mammifères. Leur disparition a complètement chamboulé les chemins de l'évolution. Dans les océans, en revanche, c'est la fête. Les algues géantes, comme le varech, forment des jungles sous-marines où évoluent poissons, crustacés et mollusques. Ce sont les nouveaux hotspots de la biodiversité. La vie marine est foisonnante, car c'est là que la photosynthèse atteint son plein potentiel. La photosynthèse qui doit travailler double régime pour subvenir à la demande en oxygène. Mais en quoi celle-ci diffère-t-elle des plantes terrestres? La photosynthèse marine fonctionne selon les mêmes bases que celle terrestre. Toutefois, elle est assurée par des organismes différents, dans un milieu où la lumière est plus rare et filtrée. Cela a mené à des adaptations pour capter l'énergie, telles qu'une grande flexibilité du phytoplancton ou des algues pour s'adapter rapidement à la variation d'intensité et à la qualité de la lumière, selon les profondeurs ou les brassages de l'eau. De plus, si la chlorophylle domine chez les plantes terrestres, les organismes marins utilisent aussi d'autres pigments pour capturer différentes couleurs de la lumière, ce qui leur permet de s'adapter à la lumière filtrée par l'eau. Dans certains cas, la photosynthèse est même couplée à la respiration cellulaire afin d'optimiser la production d'énergie et la capture du CO2, même dans des conditions changeantes. CO2 dont une partie est ensuite transférée dans la chaîne alimentaire marine. Une fraction de ce carbone finit également par couler au fond des océans sous forme de débris organiques, contribuant à la séquestration du carbone dans les sédiments marins. Votre nouvelle Terre est prête. Bon, donc la vie est possible. L'air est respirable. Et avec une bonne dose de crème solaire et un chapeau, on devrait pouvoir aller y faire un tour sans danger. Qu'en penses-tu, Photon? Ah oui, t'as raison, Photon. Peut-être que nous devrions vérifier quelles températures nous attendent. Car si ça peut être la canicule le jour, les nuits sont bien froides.
Puisque les arbres jouent un rôle clé dans la régulation thermique et l'humidité, grâce à l'évapotranspiration et à la rétention d'eau dans les sols, l'absence de forêt a rendu la planète globalement plus chaude et plus aride. Les plantes rampantes offrent une certaine protection contre l'érosion et limitent localement l'aridité, mais leur effet est bien moindre que celui d'une forêt structurée en hauteur. Et sans leur couverture, les températures au sol sont plus extrêmes, alors que les précipitations sont moins bien réparties. Le problème, c'est que si les arbres rafraîchissent l'air le jour, la nuit, ils agissent comme un écran thermique qui limite la perte de chaleur. C'est pour cette raison que les différences de température sont si intenses dans les déserts. Malheureusement, les arbres jouent aussi un rôle crucial dans la régulation du climat. Sans racines pour retenir les sols, les pluies érodent ceux-ci, tandis que sans feuillage pour tempérer les températures, les sécheresses durent plus longtemps et rendent les sols arides, ou au contraire, les inondations stagnent, l'eau étant moins absorbée par les plantes. Les régions côtières humides comme le Bas-Saint-Laurent, ainsi que les marécages, sont restées relativement tempérées. Mais la majorité des continents connaissent des climats plus durs, proches de ceux des steppes, ou des savanes et des déserts actuels. Sans réseau de racines, l'érosion des sols a été démultipliée. Mais en plus, le ruissellement des eaux emporte bien plus de sédiments et de polluants vers les océans. Si la vie marine s'y est faite, les sols se sont appauvris. Et on en arrive aux conséquences sur les humains. Il est temps pour nous d'aller rendre visite à Sarah, mon cher Photon. Même si l'air est respirable pour les humains, leur évolution n'aura pas été de tout repos. Pas d'arbres, c'est pas de bois pour les constructions, pas de bois pour les outils et surtout pas de bois pour les premiers feux. Pour les outils, pas d'inquiétude. Avant le bois et le fer, il y avait l'os et la roche. Lance, couteau, hache, pioche, tout a été possible à l'aide de manches d'os agrémentées de lames de pierre. Malgré l'absence de grands mammifères terrestres, les humains ont pu profiter d'os massifs d'autres animaux, notamment les baleines ou les reptiles. Le plus grand défi est resté le feu. Sans bois sec à brûler, comment maîtriser cette invention primordiale? Heureusement, certaines simulations laissent à penser que d'autres combustibles ont pu être utilisés dans des environnements plus radicaux. Tourbes de marécages séchés, mousse, excréments d'animaux, voire résidus d'algues qui, rappelons-le, sont la ressource principale de cette planète. Ainsi, l'humanité a pu se développer ici, mais avant l'avènement des matériaux modernes, il a fallu compter sur les tiges, la terre crue, la roche et le verre pour toutes les constructions. La maison de Sarah est faite de pierres taillées, assemblées autour d'une armature de métal et recouvertes de chaux. Et si les maisons de ses voisins sont aussi à ses côtés, on peut remarquer une autre différence majeure dans le paysage. Aucun champ, aucun tracteur, aucune culture dans ce Bas-Saint-Laurent alternatif. Très difficile à mettre en place, l'agriculture que nous connaissons a laissé la place à la culture d'espèces indigènes qui poussent seules et surtout à une pêche incroyablement prolifique ainsi qu'à des cultures d'algues mondiales. Si dans notre réalité, nos ancêtres s'agglutinaient proches des côtes, c'est encore plus flagrant ici, dans ce monde où les océans représentent de loin la plus grande richesse de la planète. Bien sûr, si les humains ont pu se développer sur cette terre, leur existence n'est pas nécessairement sécurisée. L'air est plus pauvre en oxygène. Au lieu des 21% que nous connaissons aujourd'hui, la concentration est un tantinet plus basse. Si la pollution ou des changements climatiques venaient à réduire drastiquement la production d'oxygène, les humains pourraient bien manquer de s'étouffer sur leur propre planète. Mais en ce qui a trait l'oxygène, nous en parlerons dans un prochain épisode où je ferai baisser le taux d'oxygène de ma planète cobaye à ces niveaux très risqués. L'équilibre de cette planète est dangereusement dépendant d'un fragile monopole. Il suffirait que les algues ou le phytoplancton meurent en masse pour précipiter la fin de cette vie. Cette tentative est donc un nouvel échec. Mais je ne désespère pas, car je retiens ma leçon. Trop de soleil, trop de chaleur, c'est rarement bon. C'est pourquoi, dans le prochain épisode, je vous ferai visiter une planète qui est toujours recouverte de glaciers. Et si l'ère glaciaire ne s'était jamais terminée?